Moi, je ne me sens pas le droit, disons, de dire aux gens ce qu'ils doivent croire ou pas croire. Ça, c'est la conviction de chacun. En revanche, peut-être que, et c'est ce que j'ai essayé de faire, je peux être utile pour stimuler le système immunitaire intellectuel des individus, en fait les aider à faire leur déclaration d'indépendance mentale. C'est tout l'inverse d'une normalisation des esprits. Moi, je crois qu'en faisant cela, on peut contribuer à aider les gens à se libérer de leurs stéréotypes, de leurs croyances qui peuvent être liberticides pour eux et pour les autres. Ce qu'il faut comprendre lorsqu'on travaille sur les croyances, et on le comprend très vite, c'est qu'il ne sert à rien de démentir les croyances d'un croyant. Et généralement, on fait plus de tort que de bien, tout simplement parce que le croyant tient à ses croyances et que généralement, même face à la contradiction, il va se mettre à les défendre et bon, quelquefois croire plus fort encore que ce qu'il ne croyait auparavant. Ce qui m'a servi de fil conducteur, c'est d'essayer de voir avec eux finalement les modes de raisonnement qui pouvaient amener à des croyances. Certains d'entre eux, beaucoup d'entre eux étaient complotistes par exemple. Et dans la théorie du complot, il y a un certain nombre de constantes, mais parmi elles, souvent, les individus confondent des événements qui arrivent ensemble, en même temps, dans le temps, et le fait que ces événements seraient liés par une cause. C'est ce qu'on appelle la confusion entre corrélation et causalité. Donc il est évident que j'ai travaillé ce genre de choses avec eux, mais pas sur la base de théories du complot. Parce que si je l'avais fait avec des théories du complot, ils auraient focalisé leur attention sur le fait que je voulais démentir ces théories du complot. Or, si vous passez en quelque sorte par en dessous, c'est-à-dire par le socle cognitif qui permet d'aboutir à ces croyances, vous n'avez pas de rejet idéologique de la part de ces individus. Je dois dire que ça a plutôt bien fonctionné. Il y a des croyances très anciennes qu'on va ressurgir, comme des croyances... la théorie de la Terre plate, par exemple, c'est une croyance assez ancienne, mais elle a un succès incroyable aujourd'hui, compte tenu, je dis incroyable, compte tenu du caractère absurde de la thèse en elle-même, qui fait rire plus ou moins tout le monde. Ce qui est vraiment nouveau, dirons dans ces 15-20 dernières années, sont des croyances qui contestent le consensus scientifique, frontalement, et qui les contestent si fort qu'elles ont contaminé les médias conventionnels, très au-delà d'Internet. Je pense par exemple aux grands espoirs que pourraient conférer certains travaux sur les cellules souches, et on sait qu'ils ont été empêchés en France en particulier. Bref, tout ce qui va toucher au néo-sacré, c'est-à-dire ce qui est considéré comme des nouvelles formes de religiosité, en fait, proches de l'écologisme idéologique, pas la vraie écologie, qu'il faut défendre évidemment, notre planète est fragile, c'est vrai. Donc ce qui touche à la santé, à l'environnement, à mon avis, vont être des terres extrêmement fertiles et qui vont durablement empêcher l'innovation technologique. La situation du marché de l'information, qui croise le fonctionnement ancestral de notre cerveau, en fait, aboutit immanquablement à des flots de crédulité que nous voyons devant nous, aussi bien dans les événements récents comme par exemple l'incendie de Notre-Dame qui a donné une fois de plus un cortège de théories du complot. Et aujourd'hui, c'est tous les jours quasiment, ou toutes les semaines qu'on voit surgir cela. C'est en fait ce que j'appelle le paradoxe de la crédulité informationnelle, c'est que plus il y a d'informations disponibles dans le marché de l'information, et c'est vraiment le cas, nous sommes écrasés par la disponibilité de l'information, et plus il est possible pour chacun d'entre nous d'aller chercher des informations qui vont dans le sens de nos croyances préalables. Alors ce que permet Internet, c'est aux radicaux de se rencontrer, de se retrouver plus facilement. Et ça, c'est quelque chose qui a aussi été démontré pour n'importe quelle forme de rareté statistique, mais en l'occurrence pour la radicalité qui nous inquiète. La censure n'est que l'expression ultime de cette régulation. Par exemple, on peut réfléchir à l'ordre d'apparition de l'information. Vous n'êtes pas obligé de retirer une information, mais faut-il vraiment que le pire des informations sur les vaccins soit en premier dans le moteur de recherche Google quand vous vous intéressez à cette question? De la même façon, vous pouvez ralentir l'information. Sachant que la mauvaise information va 6 fois plus vite que la bonne sur Twitter, il est possible peut-être de créer par les algorithmes de la viscosité sociale sur des informations douteuses sans les retirer pour autant. On peut imaginer par exemple que quand quelqu'un partage un lien sur Facebook, sans l'avoir manifestement lu,
Vous savez que c'est 70% des gens qui partagent un article en ayant lu seulement le titre. Peut-être qu'on peut imaginer un nudge, c'est-à-dire une petite application qui vous dit simplement, sans vous interdire de le partager, êtes-vous bien certain de vouloir partager ce lien, attendu que vous n'avez pas cliqué dessus, que vous ne l'avez apparemment pas lu. Et peut-être que la meilleure des régulations, la moins liberticide, c'est précisément celle que j'ai essayé de mettre en œuvre avec ces jeunes du centre de Pontourny, c'est-à-dire la régulation par la pensée critique, puisque nous sommes tous des opérateurs sur ce marché de l'information. N'est-ce pas? Nous sommes des demandeurs d'informations, mais nous en émettons aussi. En partageant, en likant un lien, nous sommes déjà des émetteurs d'informations. Donc la meilleure chose à faire, c'est de nous donner les conditions d'être des bons modérateurs de ce marché de l'information. Et là, vous êtes garanti, évidemment, de ne pas rentrer dans de la censure ou dans du totalitarisme cognitif. Dans 10 ans, il y a 2 grands scénarios qui sont en concurrence. Ou bien tous les phénomènes de crédulité créent une réaction en quelque sorte qu'on voit déjà poindre avec une réactivation du milieu rationaliste et il y a une prise en compte de l'éducation nationale, il y a des actions positives du monde politique qui prend langue avec les grands opérateurs du net pour réguler ce marché de façon non liberticide et donc peu à peu nous nous dirigeons vers des démocraties de la connaissance, des démocraties éclairées telles qu'on les rêvait au siècle des Lumières, par exemple. L'autre scénario, donc ça c'est une utopie, l'autre scénario dans 10 ans est dystopique. C'est la démocratie des crédules qui a pris le pouvoir et on en voit aussi poindre les effets, aussi bien aux États-Unis, en Italie, au Brésil, avec des dirigeants qui d'ores et déjà, par exemple, nient l'existence du réchauffement climatique ou l'efficacité vaccinale, nient les consensus scientifiques. Et alors, nous entrons dans un monde fragmenté, où il est encore possible de dire ce que l'on veut, bien entendu, mais où chacun le dit seulement dans un espace social protégé. Et une forme de loi de tolérance s'impose à nous, c'est-à-dire qu'on n'a plus le droit de contredire aussi facilement les croyances. On n'a peut-être plus le droit de contester les créationnistes, et peut-être le créationnisme sera enseigné parallèlement à la théorie de Darwin dans les écoles, c'est-à-dire en fait une forme d'égalitarisme cognitif. Tout se vaut. Tout a le droit de se dire et ce serait offensant de défendre une forme de rationalité. Alors que le rationalisme est une forme d'égalité cognitive, c'est-à-dire elle postule que tout le monde peut penser méthodiquement. Entre l'égalité cognitive et l'égalitarisme cognitif, vous voyez, il y a tout le grand écart qu'il y a entre une utopie et une dystopie.